Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Marie-Agnès de Salaberry-Andrieux qui vient nous présenter l'ouvrage qu'elle a consacré à la correspondance de sa famille russe au XIXe siècle, dans une période particulièrement troublée déjà de l'histoire de la Russie. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment y arrive-t-il, ce jeune homme qui a l'air bien sous tout rapport, qui appartient à l'aristocratie, qui est officier de carrière, qui n'a pas du tout le profil en principe d'un conspirateur qui projette d'assassiner le tsar et la famille impériale? Oui, mais il y avait déjà des sociétés secrètes en Russie. Il y en aura pendant toute l'Europe en est affectée. Voilà, et qui s'inspiraient quand même un petit peu de la Révolution française. Et puis, à l'avènement d'Alexandre Ier, les Russes avaient eu beaucoup d'espoir parce qu'ils pensaient qu'il serait réformateur. Et finalement, plus le temps passe, et moins il est réformateur. Donc, il y avait deux grandes sociétés secrètes en Russie. Il y avait l'Union du Nord et l'Union du Sud. L'Union du Nord était dirigée par Mouraviev, qui était aussi un officier, et était assez modérée. Et l'Union du Sud était dirigée par Pestel, qui lui était un vrai révolutionnaire. Les deux unions voulaient l'abolition du servage et donner une constitution à la Russie. Ce sont des idéalistes? Ce sont complètement idéalistes. Plus que des révolutionnaires. Ah, mais Pestel est un vrai révolutionnaire, parce que... Il veut vraiment renverser la monarchie, il n'envisage pas... Il veut instaurer une république en Russie, oui. Il veut... Oui, et le projet est également d'assassiner toute la famille impériale, ce qui fait quand même une trentaine de personnes. Il n'a qu'une petite centaine d'années d'avance. Voilà. Mais donc, ces jeunes gens, comment est-ce que Troubetskoï va s'embarquer dans cette histoire un peu folle, probablement quand même en se rendant compte des risques qu'il prend? Il s'en rend très bien compte, oui, mais il est idéaliste et puis il pense que le servage, c'est quand même un petit peu dépassé. Le servage sera aboli, je crois, en 1859, avant l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, quand même. Oui. Mais ils s'aperçoivent que Alexandre Ier ne prend pas du tout le chemin des réformes. Et à la mort d'Alexandre Ier, il y a un interrègne de 3 semaines qui est assez troublé parce que le frère suivant, Constantin, était déjà en Pologne, gouverneur de Pologne, avait fait une renonciation secrète au trône. Et donc, c'est Nicolas Ier qui doit devenir empereur. Mais ce que personne ne sait au début. Donc, il y a un interrègne de 3 semaines. D'autant qu'on a douté même de la mort d'Alexandre. Certains ont pensé qu'il s'était retiré dans un ermitage pour prier et expier ses péchés. C'est partie des légendes. Exactement. Il a en tout cas été enterré. Et donc, il décide très brutalement de déclencher leur révolution pendant cet interrègne. Sans avoir en fait tellement préparé l'affaire. Ils l'avaient un petit peu préparé. Ils avaient quand même décidé de déclencher leur révolution dans les 2 ans qui allaient venir, au mois de mai 1825, donc quelques mois avant. Et donc ils décident ça. Ils arrivent à convaincre Troubetskoï et Mouraviev du bien fondé de l'assassinat d'une trentaine de personnes. Et donc, le matin du 14 décembre 1825, 3 régiments arrivent sur la place du Sénat. Donc on est en décembre, il y a un vent glacial, ils sont en tenue de gala, en grand uniforme. Ils sont là depuis 9h du matin et rien ne se passe. On ne sait pas pourquoi ils sont là, la foule commence à venir. Et en fait, il ne va rien se passer parce que Troubetskoï, qui a été nommé chef militaire, pour être après nommé dictateur, le chef militaire ne s'est pas rendu sur la place du Sénat, parce qu'il s'est dit tout ce sang va retomber sur ma tête, et il n'a pas voulu provoquer tous ces drames. Donc finalement, il a une crise de conscience qui l'empêche de déclencher l'insurrection. Voilà. Est-ce que ses troupes l'auraient suivi? C'est une autre affaire. Il s'est peut-être rendu compte que ça n'aurait pas fonctionné quoi qu'il arrive et que les conséquences auraient été terribles. C'est probable. Mais le fait est que finalement, il est dans une position un peu intenable parce que vis-à-vis de la couronne, il est un traître, mais il l'est également vis-à-vis de ses camarades. Oui. Ce qui le met dans une situation plus que difficile. En fait, il risque sa tête quasiment pour rien, puisque il a finalement décidé que ça n'aurait pas lieu. Finalement. Et que va-t-il se passer à ce moment-là? Parce que là, on n'est pas en Union soviétique, mais il ne faut pas croire que le régime tsariste plaisante avec ce genre d'affaires. Non, pas du tout. Donc, comme il ne se passe rien, au début de l'après-midi, le gouverneur de Saint-Pétersbourg arrive au milieu des insurgés, la foule, et là, quelqu'un tire sur lui et le blesse mortellement. Donc à partir de ce moment, l'empereur fait tirer
sur la foule. Et là, il y a quand même, je pense, une bonne centaine de morts. On a raconté des choses très exagérées. On a dit que certains s'étaient réfugiés dans le palais Laval, que les caves étaient pleines de sang, on en avait retiré des tonneaux entiers. En fait, il n'y a pas de cave dans le palais Laval. Ce qui évidemment rend l'histoire un peu douteuse. Oui. Alors le tsar quand même avait été prévenu 2 jours avant. Quelqu'un avait trahi et avait donné tous les papiers avec tous les noms, tous les projets, etc. Donc le soir même, il y a à peu près 1 millier de personnes qui sont arrêtées, dont Troubetskoy, qui n'était pas rentré chez lui, mais qui était allé chez son beau-frère, ambassadeur d'Autriche. Sans doute parce que chez lui, en fait, c'était le palais Laval. Extraterritorialité que... Oui, il espérait peut-être être protégé par l'empereur d'Autriche, qui était un peu douteux dans le contexte. Je ne sais pas, mais surtout le palais Laval était contigu au Sénat, donc il ne pouvait peut-être pas... Rentrer chez lui, c'était peut-être un peu compliqué. De toute façon, on savait qu'il était mouillé jusqu'au cou dans l'affaire. Exactement. Donc en pleine nuit, à 2h du matin, le comte Nesselrode, qui était ministre des Affaires étrangères, vient l'arrêter chez les Lebzeltern. Donc voilà, il est très calme, il s'habille en grand uniforme et il part... À l'étonnement de Lebzeltern, évidemment, qui n'était pas au courant. Personne dans la famille n'était au courant, sauf son épouse, qui avait dit un jour, elle avait surpris une réunion, et elle avait dit « Vous nous ferez tous pendre ». Elle ne se trompait pas tellement, parce qu'en fait, 6 personnes ont été condamnées à mort, dont Troubetskoy, mais l'empereur a gracié Troubetskoy en le condamnant à 25 ans de travaux forcés et relégation à vie en Sibérie. Les 5 autres ont été pendus. Alors pourquoi a-t-il gracié Troubetskoy? Probablement parce qu'en fait, il n'a pas agi. Oui, et puis à cause de son nom aussi, je pense. Pour ménager sa famille, pour... Oui. Alors donc le voilà relégué en Sibérie. Bon, ce n'est pas le goulag, mais ce n'est tout de même pas non plus une situation particulièrement enviable. À quoi cela va-t-il ressembler, cette relégation? Alors au début, la vie est quand même très dure. Ils ont des fers aux pieds, effectivement, qu'ils vont garder pendant presque 2 ans. Ils sont au début dans des mines à Blagodatsk. Ça n'est pas très drôle quand même. Non, il faut pas. C'est pas du tout le goulag parce qu'ils sont quand même habillés. Et puis ils ont été rejoints, certains, par leurs épouses. En tout cas, Troubetskoy a été rejoint par Katash, qui a obtenu de l'empereur l'autorisation de le suivre. Parce que à l'origine, l'idée de l'empereur était de les envoyer en Sibérie et on les oubliait et on n'en parlait plus jamais. il faut imaginer la Sibérie de l'époque, on est véritablement au bout du monde. On est au bout du monde et quand Catherine arrive sur le lieu du camp à Blagodatsk, elle est rejointe par la princesse Volkonsky. Elles sont toutes les deux dans une cabane de rondins. Elles se réveillent le matin avec des glaçons dans les cheveux. Elles ont, si elles étendent les bras, elles touchent les 2 murs. Enfin, c'est vraiment tout petit, des conditions très misérables. Ceci dit, je pense qu'elle avait quelqu'un avec elle pour la servir. Est-ce que, à travers les lettres, j'ai eu l'impression qu'elle était tout de même autorisée Mais dire, quand elle le rejoint en Sibérie, Troubetskoy, elle a droit d'utiliser les voitures publiques. On lui facilite tout de même jusqu'à un certain point son voyage. Ah oui, elle est une héroïne pour toute la Russie qu'elle traverse et la Sibérie. C'est une héroïne. Elle n'est pas du tout... Elle n'est pas condamnée, elle n'a rien fait, c'est logique. Donc elle est en quelque sorte une martyre de l'amour conjugal. Exactement. Et encore maintenant, elle est le symbole de l'amour conjugal. Mais elle fait ce choix, sachant parfaitement ce qu'elle fait. Elle est consciente qu'elle dans l'absolu, elle pourrait rentrer, mais elle ne rentrera pas. Elle pense qu'au bout de 2-3 ans, peut-être, elle pourra rentrer. À la mort de ses parents, elle n'a pas eu l'autorisation de venir. Non, elle n'est jamais rentrée. Elle est morte là-bas. Elle est morte là-bas. Oui. Mais tout ce qui fait la beauté de l'histoire, c'est cette histoire d'amour invraisemblable et cette grandeur de cette jeune femme. Mais qu'est-ce qui l'a conduit, à part l'amour conjugal? Elle sait très bien ce qu'elle risque, elle a quand même une idée des conditions de vie, et elle part et elle y reste. Alors que, ce que je disais à l'instant, dans l'absolu, elle aurait peut-être pu demander à rentrer, elle n'avait rien fait. Je ne sais pas si elle aurait été autorisée à rentrer. Et je ne sais pas si elle était vraiment consciente des conditions de vie qu'elle aurait, parce qu'elle est partie là-bas comme elle serait partie pour un voyage d'agrément. Quel âge avait-elle, 25 ou 26 ans? Donc en 25, elle avait 25 ans. Et elle n'avait pas d'enfant. Et heureusement, car les conditions étaient aussi pour les femmes mariées d'abandonner leurs enfants en Russie. Et si elles avaient des enfants là-bas, ce qui est arrivé à Katash, qui en a eu 7 là-bas, les enfants, en principe, devenaient sujets du tsar. Enfin, serfs du tsar, n'avaient pas leur nom et étaient élevés en dehors de leurs parents. Alors justement, que sont devenus ces enfants? Alors heureusement, le régime des enfants a été assoupli. L'empereur a quand même
un petit peu arrangé les choses. Donc déjà, elle a gardé ses enfants avec elle, qui l'occupaient énormément toute la journée. Et quand les 25 ans de travaux forcés ont été écoulés, ils ont été relégués en Sibérie, donc d'abord dans un petit village, Oyok, et ensuite ils ont pu aller à Irkoutsk en prétextant des soins, l'éducation des enfants. Et là, alors les parents essayaient d'éduquer leurs enfants, de leur apprendre à lire, à écrire le russe, le français, l'italien, etc. Et il y a eu ouverture d'un institut pour jeunes filles nobles à Irkoutsk. Et les Troubetskoï ont pu mettre leurs filles là. Et d'ailleurs, la famille se félicite qu'il y ait quand même un certain nombre de facilités pour que ces enfants puissent voir leurs parents. Si l'un d'entre eux est malade, eh bien, on va leur faciliter la visite de leur mère. Donc, ce ne sont quand même pas des conditions tout à fait insoutenables. On essaye de faire au mieux pour que ces enfants aient une vie quasiment normale. Voilà, et ils récupèrent leur nom aussi. Et les filles, tous les enfants se marient. Il y en a 2 qui sont morts, 3 qui sont morts, qui sont enterrés à Irkoutsk avec leur mère, dans une tombe qui est toujours fleurie, d'ailleurs. Et que vont-ils devenir, les autres? Ils vont rentrer finalement à Saint-Pétersbourg, ils vont mener une vie normale, on ne va pas leur faire porter le poids de la faute de leur père. Pas du tout, pas du tout. Ils épousent des membres de la noblesse. Il y a une qui épouse un Davidov, dont le père était aussi décembriste, mais ça faisait partie des enfants nés avant la Révolution, donc qui étaient restés en Russie. Mais malheureusement, il n'y a pratiquement plus de descendants de la famille Troubetskoï. Enfin, de cette famille Troubetskoï. Directement de... Oui, il reste encore un cousin qui est à Moscou, mais qui a 70 ans et qui n'a pas d'enfant. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette histoire ? Quelle est la mémoire transmise dans la Russie d'aujourd'hui ? Est-ce que ce sont des personnages héroïques qu'on leur place dans l'histoire russe, ou est-ce qu'au contraire, c'est une histoire qui s'oublie comme tant d'autres choses ? Non, ça n'est absolument pas oublié. Katash est devenu le symbole de l'amour conjugal et de la fidélité conjugale. Et à Irkoutsk même, il y a un musée Troubetskoï qui est très bien fait, très bien entretenu, qui fait beaucoup d'animation. Et les décembristes qui ont été relégués en Sibérie, en particulier à Irkoutsk, ont beaucoup développé cette région qui s'est appelée le Petit Paris de Sibérie. Et du temps de l'Union soviétique, tout le monde apprenait le français. Et donc, il reste absolument une mémoire. Mais en France même, l'histoire est relativement mal connue, sinon par Henri Troyat, puisque véritablement tout le monde a lu La Lumière des Justes. Il y a eu un feuilleton, un téléfilm qui a été très populaire dans les années 80. C'est essentiellement comme ça qu'on connaît l'histoire. Mais vous, en tant que parente, que diriez-vous, quelle conclusion apporteriez-vous justement à ce roman vrai, ce roman russe extraordinaire qui se déroule sur un fond de tragédie? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais il y a un autre drame dans la famille, c'est le suicide pour une question de dette d'honneur, on se dirait dans une histoire de Pouchkine, là. Absolument. Du frère, du seul fils survivant du comte de Laval et de sa femme, Vladimir. Oui. Vladimir se suicide parce qu'il a fait des têtes de jeu tellement importantes que il était chevalier garde, ce qui était un honneur. On était inscrit dès la naissance, etc. Il avait 24 ans. L'empereur lui-même était averti de ses dettes de jeu. Tout le monde dans son régiment savait ça aussi. Donc, il se suicide. Voilà, il se tire une balle de pistolet dans la tête. C'est quelques mois seulement avant la conspiration de décembre. Oui. Donc pour sa sœur, c'est certainement doublement un drame. L'année 1825 est cataclysmique pour la famille. Absolument, oui. Mais il faut reconnaître que l'empereur n'en a pas voulu à la famille Laval, car au moment de son couronnement, donc qui coïncide à peu près au moment du départ des décembristes pour la Sibérie, il nomme une autre fille Laval, demoiselle d'honneur, d'une grande duchesse. Et il a continué à garder Laval à son service. Il est allé, quand ils ont donné une grande réception, il est allé chez eux, ce qui est un grand honneur. Et dans la famille, comment a-t-on jugé l'attitude de Troubetskoï et le choix de sa femme de le rejoindre ? Bien, on les admire, forcément, on les admire, mais en même temps, ils sont tous très, très... On ne les approuve pas, mais on les admire. On n'approuve pas Troubetskoï, non. Et la famille Troubetskoï qui existe actuellement considère Serge Troubetskoï comme un traître, puisqu'il a trahi l'empereur.
C'est d'ailleurs très paradoxal, parce que c'est d'une certaine manière la figure la plus célèbre de la famille, mais on le renie. On le renie, ceci dit, les Troubetskoï touchaient du gouvernement soviétique une pension en tant que descendants d'un premier révolutionnaire. Ils ne la refusaient pas. Non. Remarquez, ça devait comporter certains avantages sous le régime soviétique de pouvoir se vanter d'avoir eu un grand-père qui avait envisagé de supprimer la famille impériale 100 ans avant tout le monde. Oui, oui, c'était très bien vu. Mais la famille, cette histoire de Katash Troubetskoï est toujours restée vivante dans la famille. Il y a souvent eu des conférences. Il y avait un de ses petits-neveux avait fait une conférence au début du XXe siècle à Angers. Il y a ce fameux album de Sibérie qui a été fait par les décembristes, avec des gouaches, des fleurs, des vues des camps, qui est toujours dans la famille. Je me souviens très bien être allé le voir quand j'avais une douzaine d'années. Mais la question que je me posais, c'est comment là-bas s'était-il procuré de quoi dessiner, de quoi écrire? Ah, mais ils pouvaient demander à leur famille d'envoyer ce qu'ils voulaient. Donc ils pouvaient obtenir ce qu'ils voulaient, malgré tout, que ce soit de... Oui, ils ont obtenu beaucoup de livres pour développer la région d'Irkoutsk, des livres d'agriculture, de technique, de sciences, et en même temps, ils réclamaient des cigares, du vin, des meubles, beaucoup de choses, beaucoup de livres aussi. Oui, malgré tout, ce n'était pas le régime du goulag. Pas du tout. Marie-Agnès Salaberry-Andrieux, je vous remercie d'avoir évoqué cette correspondance qui est absolument extraordinaire, passionnante. Comment peut-on se procurer le livre? Car c'est une petite maison d'édition, est-ce qu'on peut le commander en librairie? Non, vous ne pouvez pas le commander en librairie. Je n'ai pas trouvé de librairie qui en veuille. Comment peut-on faire si certains de nos auditeurs souhaitent acquérir le livre et se plonger dans cette histoire extraordinaire? Le plus simple, c'est soit d'écrire à Radio Fidélité, je pense, soit de m'écrire à moi, à La Barbotière, 53 940, à Huillé. Ouais, parce que je pense que certains de nos auditeurs seraient très heureux de pouvoir se plonger dans cette histoire passionnante. Je vous remercie infiniment de nous avoir évoqué cette histoire qui est bien oubliée en France et très méconnue. Merci de m'avoir invité.